Je me sens malheureux par rapport à ce que j'étais avant, c'est-à-dire je peux plus donner du bonheur parce que... Pourquoi dites-vous que vous ne pouvez plus donner du bonheur? Je suis actuellement dans une situation où je me retrouve seul. Les médecins cherchent à nous soulager, à nous guérir, mais n'ont plus le temps, eux, d'être à l'écoute du patient. Une fois que je sors de chez vous, je me sens mieux. Je n'ai pas cette impression d'écoute médicale. Martine Rusniewski est psychanalyste. Elle travaille au sein de l'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Dans cet hôpital, 10 000 personnes travaillent, plus de 110 000 malades sont hospitalisés chaque année dans 35 services différents. Dirigée par le docteur Gilbert Desfosses, l'unité mobile de soins palliatifs se compose de 2 médecins, une secrétaire, 4 infirmières et une psychanalyste. Ils sont spécialisés dans le traitement de la douleur, dans l'écoute et dans l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs familles. L'équipe mobile de soins palliatifs se déplace dans les différents services de l'hôpital, partout où les malades souffrent. Bonjour. Je suis le docteur Desfosses. Je vous ai vu il y a 2 jours avec Marie-Fleur, vous vous souvenez? Vous voyez beaucoup de monde, hein? Je ne suis pas vexé. J'ai cru comprendre que vous aviez de l'humour la fois où je vous ai vu. Bien que vous soyez très malade. Ouf, oui. Il y a 3 jours, vous aviez une douleur qui était importante ici au niveau de l'épaule. Voilà. Et en touchant par ici, ça faisait mal. Toujours. Est-ce que c'est une douleur qui est continue ou est-ce que c'est seulement quand on vous bouge ou à certains moments que ça vient? C'est quand on bouge. Quand on vous bouge. Tout de suite, par exemple, sans bouger, vous n'avez pas mal du tout. D'accord. La nuit, est-ce que vous êtes réveillé par des douleurs? Quand vous bougez. Il y a quand même souvent des douleurs, j'ai l'impression. Oui et non. Il est beaucoup plus mal qu'il était la semaine dernière. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus de son lit. On l'a assis, mais il a fallu une eau pour le faire. Il l'a pas fait seul comme d'habitude. Et il exprime des choses ou pas? Il exprime du chagrin? Il vous dit quelque chose? Oui, de la lassitude de vivre, incontestablement. Je pense que ce monsieur qui a peu de personnes autour de lui qui prennent soin de lui, qui se soucient de lui, à part l'équipe soignante qui prend soin de lui ici au quotidien, est dans une grande solitude. Et il a besoin qu'on mette l'attention vers lui, qu'on soit là. Et ce qu'il demande, c'est qu'on aille à son rythme, parce que quand on le bouge, il a mal quand on mobilise ses articulations. J'ai envie de faire un retour à l'équipe soignante, parce que je pense qu'il faudrait qu'on renouvelle plus souvent les soins de bouche et qu'on aille moins vite dans les soins du corps, qu'elle prenne le temps de l'écouter quand il dit qu'il a mal, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qu'il dit du premier coup, et il s'énerve, il aurait besoin qu'on prenne le temps, qu'on vive à son rythme. Donc ça, il faut que j'en parle un peu avec l'équipe. Oui. Il a toujours déambulé dans les couloirs. Jusqu'à peu de... Oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant.
Oui. Mais qu'il puisse demander ce dont il avait besoin, dire s'il avait mal, de ne pas souffrir pour rien, ça ne servait à rien de ne pas dire, et d'utiliser nos mains, parce qu'il ne peut pas faire tout seul. Mais ça, c'est difficile à accepter chez lui. Hein. On a du mal à passer de l'autonomie à l'indépendance. Mais je crois qu'il est il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin qu'on lui accorde du temps. Je sais que la charge de travail est importante dans l'équipe, mais si on pouvait au moins lui faire 5 à 6 soins de bouche par 24 heures, c'est-à-dire 2 par équipe, il a la langue hyper... Donc il est... Sa femme était là, non? Oui, elle est venue, elle est même restée depuis le matin. Et elle a fait venir ses enfants. D'accord. Elle était très inquiète, moi elle m'avait dit, elle était très inquiète pour son fils. Tu sais si le fils a pu voir son père? Non, ça s'est passé à 23 h. Je sais qu'il l'a vu, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Et lui, vendredi, il nous avait dit qu'il espérait vivre encore un moment. Il a compris. Il était conscient encore hier? Hier matin, il l'était, oui. Oui, il était encore conscient, oui. Bon, avec un patient qui décède, l'autre qui va mal, et des traitements qui s'en mêlent, c'est pas... Ce patient était épuisé, tu vois, sa voix... enfin, tu l'as entendu, sa voix, il n'arrivait pas à parler par asthénie. C'est là où les soins palliatifs, c'est le triste des soins palliatifs, quoi. C'est les patients qui meurent et qui vont mal. Donc ça, chaque fois, c'est désagréable, quoi. Il est mort, il y a 5 minutes de parole, et puis on parle d'autre chose. C'est un côté... un peu rapide. Oui, rapide, quoi. Surtout qu'il nous avait vraiment parlé, qu'il y avait quelque chose d'engagé avec lui. Ah ben on va la voir, elle. Oui, en plus. Ah ben attends, on va... Puisque tu ne veux pas venir à nous, nous allons venir à nous. Oui. Bonjour. Oui. Eh ben on revenait voir ta patiente. Ouais. Très bien. Ben, on va la voir. On y va? Ah oui, d'accord. Ça, si tu n'avais pas vu de miliaire carcinomateuse, là, c'est servi. Hein. Enfin, c'est pas la tuberculose, là. On se pose la question quand même. Hein. Ou une sarcoïdose ou autre chose, là, c'est ça? Non, quand même pas exagéré. Enfin, moi, je suis en train de penser qu'on sort d'une salle là où on a appris le décès d'un patient, que j'avais pas envie d'être face à elle tout de suite, quoi. Ah. J'étais en train de me dire. C'est-à-dire qu'il faut être bien clair dans sa tête, faudrait que je sois bien concentré, quoi. Là, je suis encore ça dans la tête là, de l'autre patient. Moi, j'ai peur par rapport à la dyspnée, on se rend très vite compte que ça va être un symptôme très présent et invalidant, parce qu'avec son désir d'avoir des activités, de reprendre des activités, de courir partout, à mon avis, très rapidement, elle va... Je trouve que la dernière fois, quand tu étais là lors de l'entretien, elle était très proche d'entendre que sa maladie était une métastase. Elle dit qu'elle a du mal à entreprendre les choses parce qu'elle sent qu'elle n'arrivera peut-être pas à les mener jusqu'au bout. Elle sent que la maladie est là, qu'elle n'a plus de projet. Enfin, elle sent que la maladie l'envahit en ce moment. Et moi, je trouve qu'un discours trop décalé qui dit « mais pas du tout, vous avez la maladie est guérie, vous avez une sciatique », c'est pas un truc qui va l'aider. Moi, je crois qu'on peut l'aider que si on a une parole qui approche le fait qu'effectivement, la maladie a un peu évolué, que ça explique sa fatigue, que c'est à cause de sa maladie qu'elle est fatiguée. Bon, moi, c'est ça que je verrais comme issue, parce qu'elle était quasi demandeuse de ça. Mais ça veut dire qu'on est capable de le dire, que ça va bien sûr l'angoisser un peu. Je trouve qu'on ne peut pas, c'est-à-dire avoir un discours complètement éloigné de la réalité tout de suite. Moi, je ne me sens pas le courage dans sa chambre là, d'aller mentir tout de suite effrontément. Bah, si tu veux, le problème, c'est que les médecins qui sont responsables d'elle ne sentent pas le courage d'aller lui dire effrontément la vérité, quoi.
C'est ça qui est un peu difficile. C'est-à-dire effrontément, on peut dire que la maladie, la tumeur a un peu diminué. Et que concrètement, on n'a pas d'espoir de la guérir. Mais c'est pas ça qu'on va dire. Non, c'est pas ça qu'on va lui dire. Mais quand même, je veux dire, elle est intelligente. Elle sait qu'elle a une maladie pour laquelle il y a peu d'espoir de guérison. Elle a déjà vu un match qu'il n'y avait que 13% de guérison totale. Elle ne sait pas qu'elle a actuellement des métastases. Et elle a apparemment un discours qui est très ambivalent. C'est-à-dire, à la fois, elle dit... elle se rassure elle-même, elle devance tout ce qu'on pourrait lui dire avec des explications, anodines des troubles. Et elle n'est pas... Mais à d'autres moments, elle pense que ça pourrait être le cancer, et le plus souvent, elle pense que c'est anodin. Et les médecins ne savent pas s'il faut, d'autant plus qu'on n'a pas de traitement à proposer, annoncer le pire. Voilà. Ce qui pose effectivement des problèmes. Comme elle est plutôt dépressive, on se demande si de dire la réalité ne va pas provoquer un effondrement psychique. Ce qui peut arriver quelquefois, que les gens se laissent complètement aller, alors que là, elle est très combative. Et ce qui est terrible, c'est que les médecins savent à l'avance, enfin quelques mois avant, les choses mal engagées. C'est très violent d'avoir de l'information en avance sur quelqu'un pour pouvoir lui parler. C'est ça les problèmes actuels de la médecine. Alors c'est bien de l'avoir en avance quand on peut faire des traitements très tôt, mais si c'est en avance savoir qu'on n'a plus de traitement, c'est un savoir embarrassant. Comme s'il n'y avait plus de temps à perdre. C'est-à-dire que ça, c'est en moi, c'est maintenant ou jamais. Il y a quelqu'un qui apparemment veut bien écouter quelque chose et qui a l'air d'entendre quelque chose. Alors voilà, je vais le dire, parce que maintenant, j'ai plus de temps à perdre. Parce que si je ne le dis pas maintenant, je vais peut-être mourir demain. Donc c'est ce sentiment de mortalité qui va précipiter et qui va donner une espèce d'accélération au processus psychique et au besoin de dire. Ça pousse, quoi. C'est le désir de parler qui pousse. Le désir, ça donne des ailes. Même quand la mort se profile et qu'elle est là. J'ai l'impression d'avoir une petite utilité dans ce domaine. Donc, du coup, je m'y sens bien et il faut oser dire qu'on peut se sentir bien, même en soins palliatifs. Ce serait une grande tromperie et hypocrisie de dire que c'est l'horreur et tout. Si on ne supporte pas et que c'est toujours l'effroi et l'horreur, on ne peut pas y travailler. Pour travailler en soins palliatifs, il faut surtout aimer la vie, il faut aimer chaque instant de vie. Donc même si il n'y a plus que 15 jours à vivre, il peut se passer plein de choses en 15 jours. Donc, il a tout de suite été hospitalisé ici le soir de Noël. Ici à la Pitié. Oui, il est à Babinski. Dans le bâtiment Babinski, oui, qui est le bâtiment tête. Au deuxième étage. Il sera opéré demain à 10h30. Et alors ce qu'il me supplie, il me dit, tu sais, je n'ai pas peur de la mort, mais ce que j'ai peur, c'est de la souffrance. Et ça, il m'en a toujours parlé. Et bien souvent, il a été opéré d'une fenestration à Nice il y a longtemps, et il a souffert quelque chose d'atroce. Il dit, je crois que je n'aurais plus la force de souffrir pareillement, parce qu'on ne l'avait pas tellement soulagé. Voilà, il a peur de la souffrance. Et donc c'est ce que vous venez nous demander? Oui, c'est ce que je viens de vous demander. D'accord. Parce que je ne sais pas du tout comment se passe l'opération. On m'a dit que demain je ne pourrais pas le voir, que ça serait très long, mais... Et je supplie, avant on ne faisait pas grand chose, souvent on a demandé, pas pour moi, mais j'ai vu des parents disparaître, mon frère, et c'était atroce. Excusez-moi. Parce qu'il est très lucide, alors il nous prépare beaucoup de choses. Quoi qu'il ne sache pas qu'il est une tumeur, on lui a dit que c'était un édème, il a un édème. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre mari? Il nous prépare pour les papiers, tout ça, parce qu'il me dit on ne sait jamais comment je ressortirai de cette opération. Il a très peur. Il ne le montre pas, mais il a très peur.
Mais il a la foi, il est très croyant. Et ça l'aide. Mais enfin, je me dis que c'est un réflexe sain que votre mari il a. Il dit il faut régler ses papiers. Absolument, ça oui. Oui, il est vraiment. Il est courageux, puis il est lucide, il est. Mais ça ne veut pas dire que. J'ai peur qu'il en sorte comme. Je sais pas, on m'a tellement fait peur. Il y a des. Dans la famille, on dit oh, ça peut être un légume ou des choses comme ça. Qu'il ait plus de conscience. Enfin, je trouve ça terrible. Écoutez, il faut vous dire que les neurochirurgiens ont fait énormément de progrès. Oui. Qu'on ne se lance pas dans une chirurgie hasardeuse. Si on le fait uniquement s'il y a un bénéfice pour le patient. Bon, c'est vrai que l'opération du cerveau reste bien sûr, très difficile, mais enfin, il y a la plus grande vigilance de la part des neurochirurgiens de ne pas faire de gestes inconsidérés. Alors, en plus, il y a sûrement un intérêt à faire cette chirurgie pour qu'on puisse faire d'autres traitements après, des rayons, de la chimiothérapie, etc. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de patients ici qui ont été opérés, qui sont bien sûr... Évidemment, il a 76 ans, il a l'âge. Mais enfin, il est solide. Bon, j'ai confiance, mais des fois, j'ai quand même peur. Je comprends. Je voulais te dire, là, pour les traitements, quand il y a des problèmes, tu me demandes. Hein, bien sûr. Parce que pour monsieur, tu ne m'as pas beaucoup demandé, mais un peu, enfin, il y avait un problème avec les doses importantes de morphine, l'aldol, tout ça. Donc moi, je te demande à chaque fois que ça me... Voilà. J'apprends. Mais entre autres, 1,4 g de morphine intraveineuse, c'est quand même pas une dose usuelle. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vrai qu'au départ, elle était un petit peu difficile parce que bon, elle allait tellement très mal qu'elle ne faisait pas confiance à tout le monde. Elle avait peur qu'on la touche. Attention à ma jambe, attention, ne tirez pas, ne touchez pas. Il fallait surtout pas la manger. Elle était comme ça. Et pour faire un prélèvement, il fallait quand même avoir une position. Pour faire un électrocardiogramme, j'ai dû négocier. Acrobatie. Elle a été négligée dans cette clinique. Ils l'ont vue, ils l'ont pas biopsiée, ils l'ont pas touchée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, elle a été irradiée sur ce champ-là. Elle a eu ses 60 degrés, on ne peut pas donner plus. Non, vous ne pouvez rien faire. Rien. Bon, pour l'instant, c'est vrai, la douleur, c'est le problème primordial. Elle a moins une petite qualité de vie, la pauvre, elle ne vit pas, elle ne mange pas depuis son adolescence. Ça, je mettrais comme, enfin sans l'avoir vu, hein, mais comme objectif premier d'essayer d'améliorer sa qualité de vie. Si elle ne dormait pas, si elle était assise depuis un an, il faut d'abord essayer de la calmer. Tout à fait. Elle avait déjà très somnolente. Oui, mais quand elle se réveille, c'est pour réclamer une morphine. Donc là, c'est vraiment difficile à gérer. C'est pas... On va aller d'avoir. Elle a été soignée combien de temps dans... Elle a été soignée de 93 à, je pense, 96, puisqu'elle a eu une prothèse de hanche, parce qu'elle avait une ostéolyse là. Mais après cette prothèse, plus rien, quoi. Enfin, une prothèse qui n'a pas servi, puisqu'elle ne peut pas marcher. Et comment ça se fait? Enfin, ça s'est arrêté net? Qu'est-ce qui s'est passé? Les soins sont arrêtés à la prothèse? Là, il faudrait qu'on voit dans le dossier. Ce qu'on sait d'elle, en tous les cas, c'est qu'elle était... enfin, que les chirurgiens et médecins qui la suivaient dans la clinique où elle était n'ont pas fait, enfin l'ont laissée comme ça, assise, prostrée, avec des douleurs intolérables. Hein. Elle parle de feu qu'elle avait dans la fesse, sans en tous les cas traiter ça. Mais enfin moi, quand j'essaye d'imaginer cette femme qui pendant un an n'a pas pu s'allonger ni se mettre debout, qui est restée assise, penchée en avant avec le feu dans la fesse, c'est une vision qui m'horrifie, d'autant plus que c'est accessible, un traitement pas très compliqué, enfin qui nécessite d'être ajusté finement et délicatement, mais c'est pas un traitement incroyablement sophistiqué. Mais surtout ce qui me choque, c'est qu'on se soit arrêté, qu'on l'ait laissé, quoi, comme abandonné. C'est comme si... Et c'est ça que je comprends pas. Et c'est ce que dit Patrick, c'est qu'on devrait, dans l'attitude médicale, il y a des médecins, aller jusqu'au bout toujours. Et aujourd'hui, on a l'impression que quand il n'y a plus de traitement
Sur la maladie causale, eh ben, il n'y a plus rien à faire, alors qu'il y a des choses à faire, bien sûr. Ça fait mal, là? Mal? Un petit peu? Et ici, derrière, ça fait mal? Oui. Et ici? On voit, hein, en vous regardant, que vous avez mal, que c'est pas confortable. Il y en a marre, c'est ça que vous dites? Vous êtes fatigué? Oui. Vous en avez marre d'avoir mal? C'est ça? Il y en a marre. De quoi vous avez le plus marre? Qu'est-ce qui est le plus difficile? La douleur? Comment? D'être toujours à l'hôpital? Oui, c'est ça qui est difficile. Oui. Vous voudriez être à la maison? Ça vous dégoûte? L'aide-soignante, elle est très touchée de vous voir pleurer. Ça lui fait aussi de la peine, elle a envie de vous aider. Hein? Elle a envie de prendre soin de vous. On reviendra. À plus tard. Plus tard. Est-ce que tu veux qu'on prenne un temps pour parler un petit peu de ce que tu vis là émotionnellement? C'est difficile. Attends. On va se mettre dans le coin, je pense qu'on sera mieux. Tu veux qu'on s'assoie un peu? C'est en permettant aux soignants de se libérer de trop d'angoisse et de difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien, qu'ils vont pouvoir à leur tour, parce qu'apaisés par leurs paroles, entendus par les membres du groupe de parole et par le psy, qu'ils pourront à leur tour écouter le patient et la famille. Je vois mal comment des soignants, on peut leur demander d'être en permanence à l'écoute de l'autre si on ne leur donne pas un temps pour parler aussi d'eux et de ce à quoi ils sont confrontés au quotidien. C'est des choses qui vous arrivent comme ça, vous ne les avez pas cherchées, elles vous arrivent dans la figure, elles vous arrivent dans le corps, ça va être des souffrances continuelles. Avant que les traitements, avant que les interventions chirurgicales ne fassent du bien. C'est pas juste ça. C'est un peu un agacement, c'est un peu un sentiment d'injustice que j'ai toujours eu vis-à-vis de la douleur. Ça dérange votre vie? Ça a dérangé votre... Ça a dérangé ma vie, ça a dérangé... ça a foutu tout en l'air. Vous cherchez du sens. Pourquoi ça survient une maladie dans la vie des gens? Comme vous êtes parfois, directement confronté, vous vous demandez pourquoi. Parfois oui. Je me demande pourquoi les uns et pourquoi pas les autres. Oui. Quand quelqu'un vous dit qu'il a mal, ne pensez pas tout de suite que c'est de la comédie, ne pensez pas tout de suite qu'il veut vous enquiquiner, ne pensez il a mal, la personne qui dit qu'elle a mal, on ne dit pas ça pour le plaisir de déranger, d'enquiquiner le personnel soignant, on a mal, on ne sait pas comment il faut faire. Si on savait, on n'aurait pas besoin d'eux. Je suis toujours épatée de voir comment chacun fait pour gérer ce qui lui arrive. Et peut-être notre travail, c'est justement d'arriver à sentir cette différenciation entre eux et nous, pour chacun des patients, d'accepter que chacun va vivre ça à sa manière, et quoi qu'il fasse, il fait du mieux qu'il peut. Enfin, c'est un peu de la théorie que j'amène quand je dis ça, puisque je le dis aussi en théorie quand je fais des formations, mais je trouve que la difficulté de chacun de nous et des soignants, c'est d'accepter les patients tels qu'ils sont.
On est complètement parasité par toutes sortes de jugements, d'identifications. Voilà. Donc moi, je suis toujours touchée. Mais j'essaye que ça ne s'arrête pas pile à l'intérieur de moi, quoi. Il faut absolument que ça ressorte après d'une autre manière. Donc je crois que j'ai vraiment envie de faire ce métier parce que ça donne du sens à ma vie. Enfin, elle te dit, moi je veux pas parler de ce qui pourrait me rendre triste. Mais c'est pas qu'elle veut pas en parler, c'est qu'elle ne veut pas le ressentir et elle te le dit. C'est pas d'en parler qui la dérange, c'est de le ressentir. Le seul problème que j'avais eu, tu sais, c'est avec l'anesthésiste qui voulait la mettre sous antidépresseur ou je ne sais plus lequel des traitements. Pourquoi? Parce qu'elle trouvait ça anormal. Alors qu'elle lutte justement contre la dépression avec ses moyens, on veut lui donner. Voilà. Elle avait peur que, comment elle m'a dit, qu'elle explose son angoisse. La vie continue, il s'est passé ça hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui et je vis aujourd'hui. Et quand je viens la voir, c'est ça qui se passe. Exactement. Elle me raconte ce qui s'est passé hier et comment c'est aujourd'hui. Et ben voilà, elle est vraiment dans le présent, elle se raccroche au présent. Oui. Ouais. C'est vrai, elle ne fait pas de plan sur la comète. C'est pour ça que je leur dis, elle n'est pas dupe, elle n'est pas idiote. Dès qu'on retrouve Marie-Fleur, on retourne après à l'unité. Dès qu'on les retrouve, moi je leur dis de venir là. Hein. Et là, je pense que les choses sont parties très très vite là. Et il te paraît angoissé? Non, il va pas bien du tout. C'est pas qu'il me paraît. Il suffoque. Il tire et parfois c'est des pauses respiratoires. Là, on a quand même passé 20 mg tout à l'heure de morphine. Sans hypnobel. 20 en direct. 20 en direct. Il a 20 en Baxter, on a fait 10 en direct. Il va s'en choquer un peu. Il s'est calmé là. Il demande rien? Il dit rien? Il dit rien, il demande rien. Et il a personne? Personne. Oui, voilà. Merci. La morphine l'a beaucoup endormi. Ils ont mis ça, on avait dit. Il n'y a pas eu d'augmentation de même dose. Il est à 30 mg. Non, 20 mg de morphine. 20 mg d'hypnomel. Il donne plus l'impression d'être douloureux. Non. Déjà ce matin, il n'y avait pas de douleur. Mais après notre passage, parce que ce matin, au moment de la toilette vers 10h, il a crié de douleur. Donc il était moins conscient. Ça vous fait mal, monsieur? Je vais bouger un peu votre bras pour voir si... Il ne faut pas l'embêter. Il ne répond plus du tout. Non. C'est à peu près depuis 10h30, 11h. Bon, ben, il ne répond pas. Faut qu'on le laisse. Mais il a le visage plus détendu que ce matin. Beaucoup plus paisible. Et sa respiration est quand même moins douloureuse, moins pénible. Peut-être que vous nous entendez. Non, je crois pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Au revoir. Non, plutôt que dans le noir complet. Je préfère lui laisser un peu de lumière. La lumière qui est au-dessus, non? Elle est plus grande. Non, elle est plus aveuglante. Au revoir, monsieur. Je me parle de malades qui sont en train de mourir. Pas beaucoup, moi. Bon, je vais me laver les mains. Le train il est si confortable, Hubert. Ce matin, il n'avait pas un visage détendu, il avait une respiration beaucoup plus bruyante. Mais il est en train de faire ça, je suis d'accord avec toi. C'est bien côté, ça. Pour moi, je le sens plus paisible. Oui, je sens qu'il meurt doucement. L'équipe a beaucoup de mal. Comment? L'équipe a beaucoup de mal avec... Monsieur Gisèle? Oui. Dans tous les cas, il ne souffre pas.
Bon, je prends le manteau, on va y aller. Enfin, moi, je vais y aller. C'est le plus difficile, en fait, pour nous tous. Hein. C'est qu'on confond une demande avec un appel. C'est-à-dire quand quelqu'un dit « c'est insupportable, je veux mourir », bien sûr qu'il faut l'entendre, parce que ce qu'il dit est vrai, est juste. Et il n'y a aucune raison de ne pas croire ce qu'il dit. Mais quand il le dit, le plus souvent, et vraiment ça, vraiment j'ai pu m'en rendre compte au fil de toutes ces années, c'est vraiment « entendez combien ce que je vis est insupportable ». Entendez-le vraiment. C'est un appel au secours d'écoute de ce moment insupportable. Mais ça n'est certainement pas passer à l'acte. Ça n'est certainement pas tuer moi. Sûrement pas. C'est-à-dire quand quelqu'un dit c'est insupportable, j'en peux plus, il est peut-être en train de dire essayer de faire en sorte de redonner du sens à ce que je vis et de faire que ça soit peut-être moins insupportable. Mettre des mots sur du non-sens, c'est peut-être l'ultime moyen de donner du sens à ce qu'on traverse. C'est insupportable, c'est difficile, c'est du non-sens, mais il y a au moins quelqu'un qui peut accueillir mes paroles de non-sens de vie. Donc c'est déjà en fait ce qu'il peut y avoir de moins pire. L'horreur, c'est quand on voit dans le regard de l'autre la tristesse, le désespoir, et qu'en plus il n'y a pas de mots, quoi. À l'hôpital maritime de Berck. On y va sur l'appel du chef de service qui a en charge des patients très dépendants, le plus souvent à la suite de maladies neurologiques chroniques, type sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques, etc. et qui ont une évolution irréversible, avec des problèmes psychologiques graves, dont certains, on sait, ont demandé à mourir volontairement, alors qu'ils ne peuvent plus réaliser le geste. Ils nous appellent parce qu'ils n'ont pas d'équipe de soins palliatifs et donc ils voudraient avoir un échange avec nous sur les soins de ces patients en fin de vie, enfin, ou dans des vies si extrêmes ou si particulières. Le travail qu'on a fait, ça a toujours été un travail général, c'est-à-dire le droit des gens dans sa situation, c'est-à-dire totalement handicapés d'une part et totalement et parfaitement conscients, de pouvoir un jour exprimer leur choix. Il a publié des lettres dans le monde, il a écrit des tas de gens en disant son désir de mourir. Et quasiment on était arrivé à un moment, un équilibre qui faisait qu'il vivait pour avoir le droit de mourir. Et il le dit comme ça. Mais il le dit, alors c'est difficile parce qu'il le dit lettre par lettre, hein, donc c'est long. Ah oui, il le dit très clairement. Il l'écrit, hein. Il l'écrit. Ah, il l'écrit. Il dit. Ah non, il écrit, il avait publié une lettre dans le monde, je peux pas vivre comme ça, on vient me voir à l'hôpital, ma femme vient me voir comme si j'étais un divorcé avec les enfants, enfin, et puis il y a des mots qui sont forts, elle était très poignante, hein, sa lettre. Et il a récidivé, moi il m'a envoyé des lettres, j'ai du mal à lire. Hein. La réflexion qu'il y a autour des états végétatifs, c'est rien à côté de ces gens parfaits. 40 ans. Il est dans cet état depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans, lui. Et depuis 2 ans, il est dans cette revendication. Et il l'a toujours été. Toujours. Toujours. C'est un sujet auquel j'ai envie de réfléchir. Et je trouve que les soins palliatifs ont à réfléchir beaucoup là-dessus. Donc moi, je viens avec l'envie de réfléchir ici. Et je conçois qu'il y ait des situations qui soient plus que troublantes, où effectivement on ait l'impression que la seule solution est qu'effectivement on aide ces personnes à mourir. Enfin,
Je le conçois. Je suis bien d'accord sur la réticence, parce que moi j'ai vécu il y a 20 ans dans les hôpitaux où on s'amusait effectivement, dès que les gens n'allaient pas bien, on leur foutait un cocktail d'éthique ou des choses comme ça. Et que l'arrivée des soins palliatifs a été quand même vraiment quelque chose d'important, parce qu'on était dans une pleine dérive. Il se dire qu'après tout, la plupart des gens qui souffrent n'ont pas forcément envie de mourir, ils ont surtout envie de ne pas souffrir, que dans bon nombre de cas, effectivement, en soulageant la souffrance, on fait disparaître la demande de mourir. Ça, c'est important. Il y a effectivement ce qu'un malade peut demander pour lui, et puis il y a la loi en général. Oui. Alors, moi, je viens ici avec un a priori, que je peux dire, qui peut tomber, qui est que je me demande si ce que vous vivez ici, qui me paraît extraordinaire, a valeur générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire des lois à partir de situations extrêmes? Mais je crois que c'est une vraie question. Je crois que c'est une vraie question, mais rare. Bon, c'est pour ça que je dissocie un peu le problème de la légalisation de la réponse à ces personnes. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est en quoi. Pourquoi le fait de légiférer pourrait être une aide? Tu vois, c'est ça. En quoi ça pourrait être une aide? Parce que je me dis, si je le fais tout seul, je prends une responsabilité un peu abusive vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Et que moi aussi, je serais capable de prendre des décisions tout seul. Mais je trouve que c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal parce que c'est vraiment soumettre les individus au hasard des rencontres. Hein, et que c'est pas reconnaître un droit à certains individus, mais dans des cas très particuliers. Moi, je me souviens de longues conversations que j'ai eues avec un patient. Comment il s'appelait le savoir transgresser. Oui, mais c'est pas de ma liberté, donc il est question, c'est la liberté des malades, de ces malades particuliers. On charge de ça, et si nous, on a une liberté, je sais pas, on peut sortir de ce qu'on a appris ensemble. Je suis bien d'accord, j'ai su le faire quand il fallait le faire, mais il n'empêche que selon l'endroit où un patient dans cette situation tombe, il va pouvoir avoir cette liberté de ne pas l'avoir. Et c'est ça qui me semble pas normal. C'est soumettre des malades à l'arbitraire de certaines rencontres. Lorsqu'il y a des demandes de mort, c'est le plus souvent lié à des souffrances, à de l'abandon thérapeutique ou à de l'isolement social, bon, etc. Et il y a des réponses à ça qui sont sociales et médicales, bon, de prise en charge des patients. Alors, et il y a des cas extrêmes, mais je me demande si ces cas extrêmes justifient de remettre en question toute une démarche de santé publique. Il me semble que la médecine les médecins doivent beaucoup réfléchir aux conditions dans lesquelles on peut décider d'arrêter certaines thérapeutiques qui n'ont plus de bénéfices. Je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de traitements qui sont faits sans qu'il y ait une réflexion, une décision mûrie de façon collectivement. Je crois que c'est sur les modes de prise de décision, de mettre des traitements dans des phases avancées de maladie ou d'arrêter des traitements qu'on a des progrès à faire. Et là, c'est un domaine, moi, qui me paraît intéressant. Mais pour, comment dire, le fait de dire que c'est une euthanasie, même passive, fausse les choses parce que dans euthanasie, on entend le fait de souhaiter la mort de l'autre, bon, sans rien faire comme ça. Bon. Quand un médecin décide de ne pas faire un traitement, il ne souhaite pas la mort de l'autre. Simplement, il pense qu'il n'y a pas de bénéfice pour le malade et pour la famille de faire perdurer une situation, comment dire, où il y a d'inconfort, où il y a coma, où il n'y a pas de communication, où il n'y a pas de bénéfice pour personne. Donc il me semble que c'est du courage et de la responsabilité de le faire. Enfin, en tous les cas, c'est de la responsabilité soignante de décider de mettre un traitement ou de l'enlever. Le fait de souhaiter la mort de quelqu'un, c'est pas du soin. Hein, le fait de dire une dialyse est-elle utile, une greffe est-elle utile, c'est une responsabilité de soignant. La volonté de voir quelqu'un mourir, on n'est plus dans le soin, on est dans autre chose. C'est pour ça que je trouve que ce concept d'euthanasie passive mélangé au fait qu'on puisse arrêter des traitements, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est pas un bon concept. L'euthanasie active, c'est clair, c'est le souhait que l'autre meure par injection d'un produit. Sur l'euthanasie active, la loi est simple, c'est-à-dire que c'est un meurtre aujourd'hui
C'est le fait de tuer quelqu'un, d'injecter un produit, donc c'est un meurtre. Avec préméditation souvent. Donc c'est punissable complètement par la loi. Alors ceci dit, dans la jurisprudence, on a pu tenir compte dans certains cas d'une attitude de compassion, enfin pour atténuer la peine, mais c'est un meurtre. Et de fait, c'en est un. Je pense honnêtement que ce qui a défrayé la chronique il y a quelques mois, hein, avec cette infirmière à Mantes-la-Jolie qui pensait en son âme et conscience que pour soulager la souffrance de ses patients, il était préférable de passer à l'acte, et elle l'a fait dans un total isolement. Je pense qu'elle ne s'est absolument pas rendue compte qu'elle ne supportait plus l'insupportable, qui était effectivement insupportable aussi pour bien des patients. Mais c'est quand même pas à elle de mettre un terme à la souffrance des autres. Parce que, bon. Mais si elle avait pu avoir au sein de son équipe la possibilité d'exprimer ses vœux de mort à l'égard de ces personnes âgées, pour la plupart, qui vivaient des moments terribles, eh bien peut-être se serait-elle rendue compte qu'il s'agissait aussi de sa propre souffrance. Alors quand on peut exprimer sa souffrance, eh bien ce qu'on voit apparaître, c'est que la mise en mots, eh bien du coup la mise en acte, on n'en a plus besoin. Parler ne veut pas dire agir. Ne pas pouvoir parler peut générer une action dans un passage à l'acte. Il y a un exemple, moi, qui me revient toujours, c'est cette malade que je suis en thérapie depuis pas mal d'années, qui est donc atteinte d'un cancer, et qui m'a dit, je ne sais plus à quelle occasion, j'ai été très touchée il y a quelques années par le passage, je t'en avais parlé, de ce chirurgien qui est rentré dans ma chambre. Elle ne connaissait pas encore le nom de sa maladie, mais elle sentait, elle subodorait que c'était quelque chose d'assez grave. Et elle me raconte comment ce chirurgien est rentré dans sa chambre en regardant ses chaussures, maladroit, avec un grand sourire, lui faisant une caresse sur la joue. Et elle me dit avec un petit air complice, j'ai tout de suite compris que cette gentillesse exprimait combien j'étais atteinte d'une maladie grave. Mais il fallait que je m'apprivoise à l'idée de ce qu'il ne parvenait pas encore à me dire et à l'idée de ce que je n'étais pas encore capable d'entendre et de ce que je ne voulais pas entendre. Alors je l'ai laissé patauger, maladroit, mais jusqu'à aujourd'hui ce chirurgien, eh ben, je l'aime bien parce que j'ai compris une seule chose et il n'y avait que ça d'important, c'est que la gravité de ma maladie ne lui était pas indifférente. Mais c'est vrai que moi dans mes questions quand j'ai appris, ça allait jamais jusqu'à la mort. Ça va jamais jusqu'à la fin de vie. On s'arrête aux différentes formes de maladies, aux différentes formes de traitement, tant qu'ils sont actifs, mais on va jamais sur traitement de la phase avancée des maladies et la phase finale. Comment réfléchir, comment penser, comment organiser la pensée, comment prendre des décisions de groupe. C'est ça l'enjeu en fait. Et jusqu'à maintenant, c'est pas enseigné. Alors bon, il y a des décrets qui sont récents, qui ont 1 an, qui ont 2 ans, mais l'enseignement n'est pas encore bien organisé en France. Enfin, moi je trouve terrible qu'en 6e année, je commence à m'intéresser à des problèmes de relation avec le malade. Je trouve ça en 6e année, on a eu un cours d'1 heure sur la relation médecin-malade. Voilà. Alors donc là, il arrive en 6e année, et Karine en combien? On est en 4e année. Et donc en 2 ans, il y a déjà une génération. Oui. C'est extraordinaire, c'est quand même très très Ils ont introduit l'enseignement d'éthique en 2e année. Ouais. Ah ouais. Juste nous on a tout raté. Bah, nous on a attendu 6 ans pour s'entendre dire il faut écouter vos patients et les laisser parler. Voilà. Vous avez attendu 6 ans. 6 ans, ouais. Voilà, et on a fait pas mal de gaffes. Voilà. On a quand même passé 3 ans à l'hôpital avec des patients, à voir des patients tous les matins, en n'ayant qu'une formation technique et sans avoir la moindre idée de, enfin, si ce n'est sa propre sensibilité, du contact qu'on devait avoir avec le patient et de la façon dont on pouvait se comporter avec lui. Et c'est évident qu'on a fait des gaffes et des catastrophes et qu'on a dû blesser des gens par maladresse. Du fait de notre stade de développement, entre guillemets, médical, on est relativement arriéré. On se retrouve souvent assez isolé avec notre angoisse et ayant
un manque complet de communication avec les autres médecins qui nous entourent, les autres soignants qui nous entourent. Et ici, ça nous donne l'occasion d'être entre nous et de ressentir un peu les mêmes émotions et d'être capable de comprendre les émotions de l'autre et de se les échanger un petit peu, de comprendre les choses entre nous et de la façon dont on réagit. Pendant ce temps de pause, je dirais, où tous les médecins se retrouvent, eh bien, un médecin va présenter un cas clinique, c'est ce que vous faites ici, et vous en êtes là à votre 4e séance, où chacun à votre tour, vous allez présenter un cas clinique où vous vous êtes retrouvé mis en difficulté dans une relation avec un patient. Et on part toujours de là. Hein. C'est-à-dire qu'en Balint, on s'appuie avant tout sur mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, dans cette situation donnée, pourquoi est-ce que j'ai été mal? Et c'est à partir de ce malaise qu'on travaille autour de cette relation. Comment il y a une chaîne dans la souffrance qui se dit à l'un, qui se dit à l'autre, jusqu'à ce que ça se perde dans le sable. Dans le sable Tu sais, comme on fait des drains, tu vois, pour drainer les choses. On dit, et puis on répète, et puis des choses comme ça. Faut pas être le dernier. C'est vrai. Enfin, vous pensez qu'il y a besoin qu'on la voie ou pas? D'accord. Aujourd'hui spécialement. Elle marche pas quand même. Bon. Non, mais je pense bien. Non, puis compte tenu de ses lésions. Oui. Mais c'est très ponctuel. Très supportable, et quoi. Même, tu vois, à midi, je suis pas bien sûre qu'elle est vraiment mal, mais bon. Oui. Non, mais hier, elle était souriante, elle parlait, elle communiquait. Elle a dormi, elle est vive, elle est présente, elle sourit. Voilà. Elle est complètement bien équilibrée, quoi. Aujourd'hui, et visiblement, il y avait quelques douleurs à la toilette, mais très peu. Bon. Et je trouve que ça contraste avec le fait qu'elle souffrait depuis 1 an sans être soulagée. Là, en 3 jours, on arrive à trouver un équilibre et une femme qui revit. C'est ça le scandale. On ne peut pas laisser souffrir 1 an quelqu'un. C'est insupportable comme idée. C'est sûrement exceptionnel. Espérons que c'est exceptionnel. La douleur d'une personne est différente de la douleur de son voisin. On n'a pas de méthode de mesure identique, on n'a pas une évaluation objective de la douleur. Comme on peut mesurer le taux de sucre, comme on peut mesurer l'ouïe, la vision, la douleur, on ne peut pas la quantifier facilement. Et pour la mesurer, il faut entrer dans une relation subjective. Et toute la médecine actuelle est dans une objectivation, c'est-à-dire on peut mesurer directement et valider ce qu'on fait. Pour le cas de la douleur, non. Donc on est dans une relation au malade qui est différente. On n'a pas de savoir a priori sur la douleur de l'autre. Il faut lui demander. Alors qu'on peut avoir un savoir a priori avec les scanners, IRM et prise de sang sur des maladies, et pas sur la douleur. Donc là, on est dans un retour vers le malade et c'est lui qui sait ce qu'il vit. Hein, la douleur, il n'y a que lui qui la connaît, sa douleur. On étudie beaucoup l'expression du visage, les gestes que le patient peut avoir. Est-ce qu'il se protège, est-ce qu'il se défend, est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il craint, bon. Dans sa façon de parler, dans son vocabulaire. Donc tout ça qui donne des renseignements sur ce que vit un patient. Et puis après, on confronte ce que l'on ressent avec d'autres. Et après, on met des traitements, on réévalue ces traitements. Et c'est comme ça qu'on approche. Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Les gens. C'est les gens que j'aime bien. Voilà. Les gens m'intéressent. Je crois que ce que j'aime, mais enfin, je suis sûrement pas le seul. Et puis je crois que j'aime bien réfléchir aux gens. Je crois que j'aime bien réfléchir aux soins. J'aime bien qu'ils soient adaptés. J'ai pas envie d'être dans un savoir trop répétitif. On a la chance de pouvoir réfléchir et adapter tout ce qu'on fait à chaque personne, ou de s'approcher comme ça des besoins de chaque personne. Moi, je trouve que c'est un grand luxe que de travailler, enfin, que d'essayer de connaître et de comprendre les gens. Moi, c'est ça qui m'intéresse.